Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui je ne vais pas seulement vous raconter une seule histoire, mais trois, aussi horribles les unes que les autres, et qui ont toutes la particularité de se dérouler en France. Sauf que ce n'est pas la seule raison pour laquelle j'ai choisi de vous présenter ces trois affaires dans une seule vidéo. Les tueurs dont je vais vous parler se placent à un sacré degré sur l'échelle de l'horreur. Ils ont en effet tous dévoré des morceaux de leurs victimes. Vous l'avez compris, on va parler cannibalisme aujourd'hui. Accrochez-vous. Bonjour à tous, je suis le Cogiteur, bienvenue pour ces nouvelles enquêtes criminelles françaises, pas forcément très connues, mais particulièrement choquantes. Bon, juste avant, si vous voulez me soutenir, vous pouvez le faire en vous abonnant, et je vous remercie d'avance pour ça. Nous sommes le 18 juillet 2021 à Tarascon, une ville bien connue pour son patrimoine historique, située dans le département des Bouches-du-Rhône. À cette période de l'année, la chaleur peut vite devenir lourde et suffocante. Habituellement, les habitants à la santé plus fragile se terrent derrière leurs volets clos pour se préserver des fortes températures. Pourtant, rien ne pourrait forcer Axel, un adolescent du coin, à rester enfermé chez lui ce jour-là. Romain, l'un de ses amis, a disparu du jour au lendemain. Plus précisément, cela fait 2 jours qu'il semble s'être totalement volatilisé. Alors depuis la veille, Axel se joint à son groupe d'amis du quartier, ainsi qu'à la mère de Romain, pour ratisser la ville. Malheureusement, pour l'instant, personne n'a encore trouvé la moindre trace du garçon de 13 ans. Sa disparition inquiète les services de police, qui connaissent bien le cas de cet adolescent difficile, puisqu'il a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative depuis 2 ans déjà, et qu'il n'a cessé de multiplier les fugues et les renvois dans les foyers où il était placé. La situation s'est encore un peu plus dégradée depuis qu'il a déménagé de la ville de Redescend, située dans le Gard, pour venir s'installer avec sa mère, à Tarascon. Ce devait être un nouveau départ pour Romain et sa mère, l'occasion d'apaiser les tensions et de tisser de nouveaux liens. Fini les foyers et les centres d'accueil. Selon le juge pour enfants, il était temps de redomicilier le garçon chez lui, auprès de celle qui lui a donné la vie. Malheureusement, c'est à ce moment précis qu'il s'évanouit dans la nature. Le vendredi soir, Romain quitte son domicile, mais il ne rentre pas de la nuit. Le lendemain matin, sa mère, pas tant surprise que cela, se demande s'il n'aurait pas fugué pour retourner à Redescend, la ville où il a grandi. Elle ne se situe qu'à une quinzaine de kilomètres de Tarascon, et même si ça fait tout de même une bonne distance à couvrir à pied, la mère de famille sait que son fils en est tout à fait capable. Elle ne connaît que trop bien ce genre de situation, et sait pertinemment que son fils fera de toute façon comme bon lui semble, peu importe l'autorité. Un peu comme mon chat finalement. Bref, la mère de Romain n'a plus qu'à attendre qu'il daigne bien rentrer. Car après tout, c'est toujours ce qu'il finit par faire dans ce genre de cas. Seulement, 24 heures plus tard, le garçon ne donne toujours aucun signe de vie. Ceux qui commencent à s'inquiéter en tout premier de cette absence sont ses copains de quartier, à Tarascon, qui s'étonnent de ne plus avoir la moindre nouvelle, alors qu'ils avaient toujours l'habitude de traîner ensemble. En fait, l'un d'entre eux a bien reçu un message de la part de Romain le vendredi soir, sur la plateforme Snapchat. Dans ce dernier message, l'adolescent cherche à savoir si son ami n'aurait pas un morceau de cannabis à lui dépanner. Comme il n'a rien sur lui, ce dernier répond par la négative. C'est la toute dernière fois que Romain utilise son téléphone. Un fait d'autant plus inquiétant lorsque l'on sait à quel point les adolescents sont accros à leur portable et plus particulièrement aux réseaux sociaux. Bon, en vrai, il n'y a pas que les adolescents. Je suis complètement addict aussi, à tel point que les réseaux sociaux commencent à me proposer du contenu qui n'est même plus en français. Mais bon, ce silence radio du jeune homme explique pourquoi Axel, l'un des copains de Romain, passe la journée du samedi ainsi que la matinée du dimanche à le rechercher avec d'autres de ses connaissances. Sauf que Romain semble ne se trouver nulle part. Finalement, peut-être que sa mère a raison, et qu'il est allé de lui-même jusqu'à Redescend. Mais dans ce cas, où a-t-il bien pu passer les 2 dernières nuits? Et pourquoi faire la sourde oreille lorsque ce sont ses amis qui l'appellent et lui envoient des messages? Axel n'a pas la réponse à ces questions. D'ailleurs, à ce stade, il ne sait plus franchement s'il doit continuer à chercher Romain
ou attendre qu'il finisse par se montrer. Tandis que ces interrogations s'entremêlent dans sa tête, Axel passe devant une immense maison que tous connaissent dans le quartier. Et pas vraiment pour de bonnes raisons. C'est celle du fou de Tarascon, Arthur André. Il a une trentaine d'années, une peau si blanche qu'il paraît tout le temps malade, et un regard sinistre qui fait changer de trottoir tous ceux qui le croisent. Comme tout le monde, Axel est au courant de son lourd passif. Beaucoup d'histoires circulent au sujet de cet homme complètement dérangé, qui est officiellement diagnostiqué comme schizophrène. Et le pire, c'est qu'elles sont toutes vraies. L'homme a par exemple été vu en train de mettre le feu à un immeuble désaffecté mitoyen à sa maison, car il avait l'habitude d'y jeter tous ses déchets, et souhaitait s'en débarrasser. Un autre jour, il est sorti dans la rue, armé d'un couteau de boucher et d'une hache. Mais ce sont sans doute les bruits provenant de son domicile qui terrorisent le plus les habitants de la rue Lubière. La nuit, Arthur André hurle, fracasse des objets, frappe sur les murs avec un marteau. Pendant un temps, les riverains entendaient aussi les hurlements glaçants de sa petite chienne labrador, qu'il avait l'habitude de battre à coups de bâton, jusqu'à ce que les plaintes cessent subitement. Personne n'a jamais osé demander ce qu'était devenu l'animal, mais tout le monde se doute de son triste sort. C'est simple, la mention du nom d'Arthur André pétrifie les habitants de Tarascon, qui craignent de plus en plus de le voir un jour franchir un cap irrémédiable en s'en prenant à l'un des voisins. Il y a encore quelques années pourtant, il vivait en compagnie de sa mère, qui tentait tant bien que mal de gérer ses crises de folie. Mais pour sa propre sécurité, celle-ci a fini par fuir les lieux. Depuis, Arthur André, qui passe ses journées cloîtré chez lui, se montre de plus en plus agressif. Ses voisins ont évidemment appelé la police à de multiples reprises, ce qui a valu au trentenaire d'être condamné plusieurs fois pour des faits de violence. Mais à chaque fois, il a fini par rentrer chez lui et recommencer à terroriser le quartier. Depuis quelque temps cependant, les choses ont commencé à bouger sérieusement. Les patrouilles de police se sont fortement renforcées autour de son domicile. Et pour cause, le schizophrène a commencé à prendre l'habitude de jeter ses meubles par ses fenêtres, ce qui représente un réel danger pour tous ceux qui osent marcher de ce côté-ci du trottoir. Puis, au début du mois de juillet, c'est le dérapage de trop. Arthur André prépare des cocktails Molotov avec des canettes vides et les balance dans la rue. Interpellé et placé en garde à vue, il rencontre un psychiatre chargé d'évaluer son état mental. Dans son rapport, le médecin précise que son patient est très dangereux et très peu réadaptable. Cette expertise lui vaut d'être interné en hôpital psychiatrique. Une décision de justice censée signer la fin de l'angoisse pour les riverains. Sauf que c'est pourtant loin d'être le cas, car 72 heures seulement après son admission, Arthur André est renvoyé chez lui. Et ça, sur le conseil d'un autre psychiatre, qui estime qu'il n'y a aucune raison de l'hospitaliser plus longtemps. Le cauchemar recommence. Mais quand Romain s'évapore dans la nature, l'inquiétude au sujet de l'adolescent disparu prend le pas sur tout le reste. Et on cesse pendant quelques jours de se focaliser sur le fou de Tarascon. Même Axel, le copain de Romain, trop préoccupé, ne pense plus à tout cela. Sauf qu'Arthur André vient de sortir sur le pas de sa porte. Tout à coup, il l'interpelle, en lui proposant de se faire un peu d'argent contre le nettoyage de sa maison. S'il y a une chose dont l'adolescent est certain, c'est que l'immense bâtisse de 350 mètres carrés est une vraie déchetterie, et qu'il serait difficile de refuser un petit billet alors qu'il n'a pas d'argent de poche, même lorsqu'il s'agit de rentrer sur la propriété de celui que tout le monde redoute. Après un court instant de réflexion, Axel accepte la proposition. Lorsqu'il pénètre dans la maison de ce phénomène, il n'est pas étonné de constater qu'une épaisse couche de crasse recouvre les murs et le carrelage au sol. Lui-même est loin d'être une fée du logis en ce qui concerne sa propre chambre, mais dans ce cas-là, c'est tout bonnement incomparable. C'est une vraie porcherie. Arthur André, lui, se montre plutôt accueillant, contrairement à sa baraque. Dans un geste étrangement amical, voire carrément suspect, il propose un morceau de gâteau fait maison à Axel. Cette fois-ci, ce sera non. Faut pas pousser non plus. Le garçon, loin d'être à l'aise entre les murs de ce fou, préfère s'abstenir de manger ou même de boire quoi que ce soit. Et encore plus une préparation maison. De toute façon, quand bien même ce ne serait pas un piège, c'est rarement recommandé de manger ce qui provient d'une poubelle. Tout ce qu'il veut, c'est faire rapidement un coup de propre au milieu de toute cette saleté épaisse, récupérer son dû, et partir sans demander son reste. Il s'arme donc d'une serpillière, ainsi que de beaucoup de courage et s'attelle à la tâche pendant que le propriétaire des lieux l'observe, assis à sa table de cuisine,
tout en tentant de remettre en route une tronçonneuse récalcitrante. On est tous d'accord, c'est une scène digne d'un film d'horreur. Au moment où il frôle la tronçonneuse, je bats Usain Bolt au 100 mètres. On rappelle que le propriétaire des lieux est connu pour sortir dans la rue avec une hache et un couteau de boucher et tabasser son chien. Mais Axel fait un autre choix. Il commence à nettoyer le sol de la maison en ayant tout de même le ventre un peu noué et en lorgnant très régulièrement du côté de la cuisine, juste pour être sûr. Une tension malsaine flotte dans l'air de la pièce aux murs lugubres. Tout en astiquant le carrelage gris, l'adolescent se remet à penser à toutes ces histoires dont il a entendu parler, à toutes ces visites de la police, aux aboiements déchirants de la chienne que l'on a entendu hurler pendant des jours avant qu'elle ne disparaisse, et un film de sueur commence à couvrir sa nuque. Pourtant, le pire est encore à venir. Très vite, la serpillière se retrouve complètement noire de crasse. Axel, qui n'a pas vraiment envie de passer dans le dos du propriétaire des lieux pour aller la rincer, préfère monter à l'étage pour se rendre dans la salle de bain. Mais au moment où il pousse la porte de celle-ci, son regard tombe sur une grande bâche noire étendue sur le sol, sous laquelle se distingue clairement la forme d'un corps humain. La puanteur qui s'en dégage, ignoble, a attiré une volée de mouches qui volent frénétiquement dans la pièce. Même s'il n'en a encore jamais vu, l'adolescent se doute bien de ce dont il s'agit. Un cadavre. Sur le coup, c'est comme si une lame de glace venait de scier les jambes. Mais quand il prend conscience de la situation, son cœur se met à s'écraser comme un fou contre sa poitrine. Il le sait. Le coupable est à l'étage en dessous. Et si ce malade comprend qu'Axel a ouvert cette porte, il risque de tenir compagnie aux morts qu'il a sous les yeux. Alors, avec un sang-froid dont il ne se savait même pas capable, le garçon avale sa salive, referme doucement la porte et descend l'escalier pour terminer le ménage qu'il avait commencé, en mettant tout en œuvre pour ne pas attirer l'attention de celui qu'il sait maintenant être un tueur. Ça aurait pu fonctionner, mais malheureusement pour lui, Arthur André n'est pas stupide. Il comprend tout de suite ce qu'il s'est passé et s'adresse à Axel d'une voix tranchante. Il lui ordonne de vite oublier ce qu'il vient de voir, s'il ne veut pas y passer à son tour. Le garçon bredouille que cela ne le concerne pas de toute façon. Il termine le nettoyage du sol, récupère son argent d'une main tremblante et, par miracle, quitte le domicile du tueur en un seul morceau. Mais dès qu'il est suffisamment éloigné pour se sentir en sécurité, il compose immédiatement le numéro de la police, articulant comme il peut qu'il vient de voir un mort gisant dans la maison du fou de Tarascon. Les forces de l'ordre, qui se demandent si elles n'ont pas eu affaire à un canular, ne se déplacent sur les lieux que 2 heures plus tard. À leur arrivée, ils ont la surprise d'apercevoir Arthur André en train de sortir par l'une des fenêtres de l'étage et prendre la fuite par les toits. Tandis qu'un premier agent se lance à sa poursuite, une autre équipe entre dans la maison plongée dans l'obscurité. Une musique de hard rock extrêmement forte tourne en boucle sur la chaîne hi-fi du salon. L'un des policiers la débranche, progressant à la lumière de sa lampe torche jusqu'à la cuisine où trône encore la tronçonneuse sur la table. Derrière elle, sur le plan de travail, il remarque un morceau de viande fraîche et sanguinolente placé dans un mixeur. La progression continue jusqu'à l'étage, où apparaît une première trace de sang sur le mur. Mais c'est derrière la porte de la salle de bain, comme l'a mentionné Axel au téléphone, que se trouve le pire de l'horreur. Dans cette pièce, les policiers retrouvent bien la bâche noire dissimulant un corps, éclairé par la flamme d'une petite bougie posée tout près. Divers objets sataniques jonchent le sol, et sous la bâche, le corps décapité de ce qui semble être un adolescent, et dont le torse a été gravé d'une croix chrétienne à l'aide d'une lame effilée. Les actes de barbarie dont a été victime le pauvre garçon sont atroces, au point que les policiers peinent à observer la scène. Les jambes sont horriblement mutilées, partiellement tranchées avec ce qui pourrait être une scie à métaux. La tête de la victime, quant à elle, gît dans un seau, le visage arraché, comme si on avait tenté de le dévorer. Et le responsable de cette boucherie est en train de gambader sur les toits de Tarascon. Aussitôt, après cette découverte innommable, la police judiciaire de Marseille est appelée en renfort et le quartier est entièrement bouclé. Finalement, à 3h du matin, Arthur André est pris au piège dans une impasse, à quelques mètres seulement de son domicile. Sommé de se rendre par l'agent qui le tient en joue, il refuse d'obtempérer et se dirige droit sur lui. Le coup part, le tueur s'écroule. Mort. L'enquête prouvera par la suite que l'adolescent retrouvé atrocement mutilé dans la salle de bain était bien Romain,
disparu 3 jours plus tôt. En outre, la viande placée dans le mixeur de la cuisine portait son ADN, comme s'en sont rapidement doutés les enquêteurs. Selon le médecin légiste, Romain serait décédé après avoir reçu plusieurs coups très violents à la tête et au thorax, avant d'être décapité d'un coup de hache. Ce drame, d'une atrocité rare, saisit tous les habitants d'une vive émotion. D'autant que beaucoup de questions restent en suspens, l'enquête n'ayant pas permis de déterminer dans quelles circonstances exactes Romain a pu croiser la route d'Arthur André. De plus, une autre question se pose à présent. Romain était-il sa première victime ? Depuis, les enquêteurs se penchent en effet sur la disparition mystérieuse de Lila Belhamri, une cinquantenaire qui venait effectuer quelques heures de ménage chez Arthur André et qui s'était brusquement évaporée 4 mois avant l'horrible meurtre de Romain. Malgré sa mort, celui que l'on nomme désormais le cannibale de Tarascon n'a peut-être pas encore fini de faire parler de lui. Au mois de janvier 2022, sur une période de 5 jours, 6 patients s'évadent de l'Institut Marchand, un hôpital psychiatrique de Toulouse. Parmi eux, Jérémy Rimbaud, un ancien militaire de 35 ans, interné depuis 9 ans. Et croyez-moi, vous n'auriez certainement pas voulu vous trouver à la place de la septuagénaire qui promenait son chien ce jour-là, et qui a eu la malchance, et j'insiste sur ce mot, de croiser sa route. Pourtant, au départ, rien ne semblait prédestiner le jeune homme à faire les gros titres des journaux. Né le 12 novembre 1987 à Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées, Jérémy Rimbaud grandit dans un foyer tout ce qu'il y a de plus classique. Ses parents forment un couple stable, offrant un cadre de vie heureux à leur famille. Rien à signaler donc de ce côté-là. En fait, les problèmes commencent en 2009, lorsqu'il décide de s'engager en tant que soldat au sein d'un régiment d'infanterie de Poitiers. Après avoir progressé jusqu'au grade de caporal, Jérémy Rimbaud part servir plusieurs mois en Afghanistan. Là-bas, le soldat découvre l'atroce réalité de la guerre et des tueries. Une expérience qui va le marquer bien plus qu'il ne le pense. Certains événements particulièrement traumatisants vont d'ailleurs le marquer à vie, comme lorsqu'il a assisté, impuissant, à la mort de plusieurs de ses camarades. Certains brûlés vifs et même démembrés après que leur véhicule blindé ait explosé sur une mine ennemie. Ce genre d'image ne laisse jamais indemne. Et il n'y a que lorsqu'il absorbe de la kétamine, une drogue utilisée initialement par les vétérinaires pour ses propriétés sédatives, qu'il parvient à s'en défaire pendant un court laps de temps. C'est toutefois loin d'être suffisant ou même efficace pour surmonter ce genre de choc. Ce qui vaut à Jérémy d'être diagnostiqué en stress post-traumatique sévère lors d'un séjour à Chypre avec son unité. Le médecin, ayant pratiqué l'évaluation psychologique du jeune caporal, lui prescrit un traitement afin de soigner ses troubles. Malheureusement, ce traitement ne sera jamais suivi. Le soldat poursuit malgré tout sa carrière militaire, mais lors d'un nouveau drame survenu en février 2013, pendant lequel l'un de ses camarades décède devant lui, victime d'une avalanche, il décide de quitter définitivement l'armée. Après ces quelques années passées à servir son pays, le jeune homme pense alors pouvoir se reconvertir en tant que peintre en bâtiment. Le problème, c'est que rien ne se passe comme prévu. Il se retrouve complètement désœuvré et ne sait pas quoi faire de cette nouvelle vie qui s'offre à lui. En novembre 2013, 9 mois après la mort tragique de son ami, Jérémy pose ses valises chez sa petite amie, à Pau, en attendant de rebondir professionnellement. Mais sans soins médicaux ni suivi psychologique, en proie à ses traumatismes passés, il commence peu à peu à délirer et à adopter un discours et un comportement irrationnel qui effraie sa compagne. Ses propos ont effectivement de quoi faire peur, car l'ancien soldat ne cesse de répéter à sa petite amie que la fin du monde est prévue pour le 1er décembre prochain, et qu'ils s'envoleront bientôt comme des oiseaux. Ah oui, en effet, s'envoler comme un oiseau au 1er décembre, je suis pas sûr d'avoir envie de tester. Jérémy est en fait en train de perdre pied avec la réalité. Et sa copine de l'époque, n'ayant pas envie d'être présente lorsqu'il deviendra complètement fou, préfère mettre un terme à leur relation, ce qui précipite un peu plus sa descente aux enfers. À présent, l'ancien caporal noie son mal-être et sa solitude dans l'alcool et le cannabis. Évidemment, cela n'aide en rien les crises de démence qui commencent à gagner de plus en plus de terrain sur sa stabilité mentale. Il se met à errer sans but, déconnecté de la réalité, d'abord à Pau, puis en s'éloignant jusqu'à finir par atterrir dans une petite commune de 200 habitants situé dans les Hautes-Pyrénées, Nouillan. C'est ici
que l'ancien caporal va commettre l'irréparable. Au gré de son errance, et alors qu'il n'a pas dormi depuis 3 jours, Jérémy Rimbaud passe devant la maison de Léopold Pédébido, un agriculteur à la retraite. À l'âge plus que respectable de 90 ans, Léopold passe le plus clair de ses journées à observer le paysage, accoudé à sa fenêtre. Ce jour-là ne fait d'ailleurs pas exception à la règle. Mais quand le vieil homme voit Jérémy approcher de son domicile, il pense que c'est son fils qui vient lui rendre visite. Difficile pour lui de se douter que celui qui vient d'entrer dans sa maison est en fait un ancien soldat atteint d'un très grave syndrome post-traumatique. Impossible pour quiconque d'imaginer que Jérémy Rimbaud, qui a ramassé une barre de fer dans une grange attenante, a l'intention de fracasser le crâne du pauvre Léopold jusqu'à ce qu'il s'écroule, mort. C'est pourtant exactement ce qu'il va se produire dans cette maison de l'horreur. L'ancien caporal se déchaîne sur le vieil homme, qui n'a tout simplement pas la moindre chance de riposter, et qui succombe très vite à l'agression d'une violence extrême. Cette attaque totalement gratuite et immonde a de quoi révulser, mais vous n'êtes pourtant pas au bout de vos peines. Car tandis que Léopold respire encore, Jérémy Rimbaud se saisit de son opinel, l'éventre et lui arrache le cœur. Il décide aussi de découper la langue de sa victime, puis se serre dans les placards de la cuisine pour récupérer les ustensiles de cuisine qui lui serviront à faire frire les morceaux du retraité. Le tout accompagné d'une assiette de haricots moisis dénichée au fond du frigo. Après avoir commis ce crime abominable, Jérémy Rimbaud tente de mettre le feu à la propriété et poursuit son périple macabre dans le village. Toujours à pied, la barre de fer ayant servi à massacrer Léopold à la main, il se dirige machinalement vers un silo à grains, où un autre agriculteur, Jean Camille, se trouve alors en plein travail. Le meurtrier s'approche sans faire de bruit et frappe violemment Jean au niveau de l'épaule au moment où celui-ci s'apprêtait à monter sur son tracteur. Sauf que Jean, lui, est loin d'être à la retraite. Et c'est nettement plus compliqué de s'en prendre à un homme de 40 ans qu'un vieillard de 90 ans. L'agriculteur est surpris par le coup, mais l'adrénaline lui permet de réagir aussitôt et de se défendre avec hargne, au point où Jérémy n'a d'autre choix que d'abandonner le combat, sans être parvenu à ses fins. Il n'a cependant pas l'intention d'en rester là. Et visiblement, il est encore assez clairvoyant pour s'introduire dans un autre domicile et voler un fusil sous le nez de son propriétaire. Son but, retourner sur ses pas pour achever Jean d'une balle. Ce qu'il ignore, c'est qu'entre-temps, le fils de Léopold, Alain Pédébido, est arrivé chez son père et a trouvé son cadavre éventré au milieu d'une énorme mare de sang. Face à cette scène insoutenable, et dans un état de choc que l'on ne peut même pas tenter d'imaginer, le fils du retraité s'est précipité sur son téléphone pour prévenir les gendarmes. De même que Jean, l'agriculteur agressé sur son tracteur, ainsi que la victime du vol de fusil, qui n'ont tous les deux pas perdu de temps pour contacter les forces de l'ordre. Un meurtre, une agression et un vol de fusil dans la même journée, le tout dans un petit village de 200 habitants. Cela surprend non seulement les gendarmes, qui sont loin d'y être habitués, mais ça les pousse aussi forcément à opérer des rapprochements. Grâce aux différents signalements reçus, ils parviennent à interpeller Jérémy Rimbaud, alors qu'il était en train de retourner sur les lieux de la seconde agression, armé du fusil volé. L'arrestation se fait sans mal. Et d'ailleurs, les premiers aveux tombent très vite en garde à vue. Dès les premières minutes de son interrogatoire, le meurtrier admet qu'il a eu l'intention de tuer Léopold dès l'instant où il l'a aperçu au bord de sa fenêtre. Selon ses propres termes, celui qu'il nomme « le vieux » semblait attendre la mort. Il continue ainsi devant les gendarmes, médusé par ses propos complètement dénués de sens. « J'ai senti l'odeur de cochon, une odeur de pisse. Le vieux représente le cochon. » Il décrit ensuite l'attaque, précisant qu'il a trouvé un objet métallique avec lequel il a frappé une première fois Léopold à la tête, avant de recommencer encore et encore. Plus terrible encore. L'assassin esquisse un sourire lorsqu'il mentionne la tentative d'incendie. « J'ai allumé le feu, comme Johnny », dit-il, sans une once de retenue, ni la moindre ombre de compassion dans ses propos. Il en vient aussi tout naturellement à expliquer son acte de cannibalisme. Dans un discours tout autant décousu et dénué de sens, il indique « J'ai un ressenti énorme dans cette maison, une histoire avec des juifs. Après, j'ai fait cuire la langue et le cœur. Ma tête s'est tournée vers le frigo. J'ai trouvé une assiette de haricots tarbés. C'était moisi, j'ai mangé. Ça me rendait malade. J'ai vomi sur le vieux. Ça me fait penser à Hannibal Lecter. Si vous n'avez pas compris ces dires,
C'est normal. Pour tenter d'expliquer l'inexplicable, Jérémy Rimbaud révèle aux enquêteurs qu'il n'a fait qu'obéir à un message d'origine supérieure, à des voix, à un ordre divin qui lui était adressé par l'esprit et le poussait à agir. Les propos sont hallucinants, mais les gendarmes voient bien que leur suspect ne joue pas la comédie. Il est en proie à une sombre folie. Après avoir passé une courte période en détention provisoire, l'accusé est reconnu non responsable de ses actes pénalement et est rapidement transféré dans une unité pour malades difficiles dans un hôpital psychiatrique de Cadillac, en Gironde. L'expert psychiatre note dans son rapport que son patient reste convaincu d'avoir fait l'objet d'un envoûtement, le conduisant à obéir à une force invisible qui pénétrait son corps, appuyant ainsi une première expertise psychiatrique menée par un collège de professionnels lors du procès, et qui concluait que Jérémy Rimbaud était atteint d'un trouble psychiatrique ayant entièrement aboli son discernement. Au mois de juillet 2016, une nouvelle ordonnance confirme le fait que l'ancien militaire est atteint de délire paranoïde. Il est envoyé dans une unité de soins psychiatriques de Toulouse et il restera sagement enfermé jusqu'en janvier 2022, date à laquelle il parvient à s'échapper de l'établissement, pourtant placé sous surveillance. Lors de sa cavale, le cannibale de Nouillan croise par malheur la route d'une dame âgée de 72 ans en train de promener son chien. Enfin libre de ses mouvements, après avoir passé de longues années en détention, il ne perd pas une seconde et bondit sauvagement sur la pauvre femme qu'il commence à frapper de toutes ses forces à coups de bâton. L'histoire s'apprête à se terminer d'une façon aussi dramatique que celle de Léopold. Sauf qu'un témoin de la scène se saisit d'un fusil déchargé, mettant en joue Jérémy Rimbaud, comptant sur ce coup de bluff pour sauver la vie de la victime. C'était une bonne idée, mais le stratagème ne fonctionne pas. L'ex-caporal de l'armée, pas franchement impressionné, se jette sur le voisin pour tenter de lui arracher le fusil des mains. C'est un combat au corps à corps qui se lance. Le héros du jour parvient à asséner plusieurs coups de crosse au tueur et à le maintenir au sol jusqu'à l'arrivée des secours. Depuis cet événement qui aurait pu virer au carnage, Jérémy Rimbaud est retourné derrière les murs de l'hôpital psychiatrique de Toulouse, ainsi que ses camarades, ayant aussi pris la poudre d'escampette et qui ont tous été interpellés les jours suivants. En 2022, il est finalement transféré sous bonne escorte, dans une unité pour malades difficiles de l'hôpital psychiatrique d'Albi, en espérant cette fois-ci que les portes resteront bien fermées. Pour cette troisième et dernière affaire, je vous invite à faire un petit tour du côté de l'univers carcéral. Vous n'avez pas besoin de vous faire emprisonner, je vais vous raconter. En 2007 a eu lieu l'un des crimes les plus épouvantables de l'histoire pénitentiaire française. Mais avant de devenir le genre de monstre que l'on préfère nettement observer dans un film d'horreur, bien au chaud dans son canapé, Nicolas Coqueigne a d'abord été un enfant abandonné, brisé intérieurement et incapable de trouver ses repères. Et ce, malgré les nombreuses tentatives de ses parents adoptifs, Geneviève et François Coqueigne, qui ont tout mis en œuvre pour le remettre d'aplomb. Un début de vie traumatisant qui planera comme une ombre sur chacun de ses futurs choix. En fait, Nicolas Coqueigne a nourri très jeune une haine extrêmement féroce à l'encontre de sa mère biologique, au point qu'en 1978, lorsque ses parents adoptifs lui apprennent qu'il a été adopté, il annonce à sa psychologue qu'il a l'intention de retrouver sa mère dans le but de la tuer, ou d'aller cracher sur sa tombe dans le cas où elle serait déjà décédée. Il n'a alors que 6 ans, et autant dire que le passage par la case psychologue était presque un impératif, car en plus de vouloir ôter la vie de sa mère biologique, le petit garçon ne cesse de répéter qu'il sent qu'il est quelqu'un de dangereux. De quoi vous donner quelques sueurs froides quand vous vous appelez Geneviève et François Coqueigne, et que vous allez éteindre toutes les lumières le soir pour aller vous coucher. Malheureusement, ou heureusement peut-être, l'enfant de l'ADAS ignore que sa mère était sans domicile fixe au moment de sa naissance, mais aussi qu'elle était connue pour être une mythomane, malade sur le plan psychiatrique. Dans son malheur, il a au moins eu la chance d'atterrir chez un couple attentif et profondément bienveillant qui fait tout ce qui est en son pouvoir pour le rendre heureux. En effet, Geneviève et François ne se limitent pas à donner leur nom au petit garçon, chez qui grandit déjà une colère sourde. Ils lui offrent tout ce qu'un enfant peut espérer de la part de parents aimants. Pourtant, cela ne semble pas suffisant. Leur fils adoptif est un enfant turbulent et en profond mal-être. Il ne s'en sort pas à l'école, redouble ses classes et multiplie les fugues. Mais l'élément déclencheur, celui qui va réellement le faire basculer dans la criminalité,
a lieu lors de ses 13 ans. À cette époque, Geneviève et François cherchent encore et toujours le moyen d'aider leur fils à se construire et trouver enfin une sorte de stabilité, d'apaisement. Ils songent que l'envoyer en colonie de vacances pourrait être une bonne idée. L'adolescent aurait ainsi l'occasion de s'ouvrir un peu aux autres, voire de se faire des amis en passant de bons moments dans la nature et en se créant des souvenirs positifs et chaleureux. C'est vrai, l'expérience aurait pu être très bénéfique. Il ne pouvait tout simplement pas se douter du fait que Nicolas Cockaigne serait victime d'une agression sexuelle pendant cette colonie, censée être au départ une parenthèse de bonheur dans sa vie déjà bien trop tourmentée. Au lieu de ça, de retour chez lui, il sombre dans la toxicomanie. C'est à cette époque que de violentes pulsions sexuelles, ainsi que des désirs d'anthropophagie, commencent à infecter les pensées de Nicolas Cockaigne. Placé dans un autre foyer quelque temps plus tard, il reprend les fugues et tombe cette fois-ci dans la délinquance en commettant de petits larcins pour financer sa consommation de stupéfiants. Malgré tout, il n'oublie pas la promesse qu'il s'était faite de retrouver sa mère pour lui faire payer son abandon. Le jour de ses 18 ans, en 1989, il se rend donc à la DAS pour tenter de retrouver sa trace. Fort heureusement, sans succès. Les années passent et Nicolas Cockaigne devient père de 2 petites filles issues de sa rencontre avec une prostituée. Une histoire qui ne dure pas, tout comme les petits boulots qu'il arrive parfois à décrocher ci et là, et qui d'ailleurs deviennent beaucoup plus difficiles à dégoter à partir du moment où il décide de se faire tatouer de fausses larmes de sang sous l'œil, ainsi que des dessins tribaux et une mâchoire plutôt sinistre et effrayante. Ce nouveau look n'est certainement pas du goût de ses parents. Mais cela, autant vous dire que Nicolas Cockaigne s'en fout royalement. Oui, car de son propre aveu, Geneviève et François sont certes de très bons parents, mais ça ne l'empêche pas de les séquestrer dans leur propre maison pour leur soutirer de l'argent. Le couple, désespéré de voir cet enfant qu'ils ont tant aimé devenir un véritable danger pour la société, demande à ce qu'il soit hospitalisé, ce qui sera le cas plusieurs fois de suite. C'est à cette occasion qu'il est diagnostiqué comme schizophrène. À sa sortie de l'hôpital psychiatrique, on lui prescrit un traitement médicamenteux, ainsi qu'une psychothérapie. Des soins essentiels que Nicolas Cockaigne ne suivra jamais. La descente aux enfers continue. En 1997, il braque une poste, puis 2 agences bancaires de la BNP en 2001. Il est placé en détention provisoire, et puis condamné, 1 an plus tard en 2002, à purger une peine de 5 ans de prison ferme. Il est ainsi libéré courant de l'été 2005, mais n'a nulle part où aller, et se retrouve à errer dans la rue en mendiant et en volant pour survivre. Ironiquement, à 33 ans, le voilà donc exactement dans la même situation que sa mère biologique, au moment de sa naissance. La différence avec Nicolas Cockaigne, c'est que son état mental se détériore de façon drastique, l'alcool et la drogue n'arrangeant pas les choses. C'est le moins que l'on puisse dire. Il perd totalement le contrôle et cède aux sombres pulsions qui l'obsèdent depuis l'adolescence. Agresser une femme et abuser d'elle. Pour ça, dans la nuit du 25 au 26 mars 2006, il se munit d'un taser et tente d'agresser une jeune femme sous la menace de son arme. Pas de chance pour lui. C'est un échec. Et sa victime réussit à prendre la fuite. Lorsqu'elle porte plainte le lendemain, l'ADN du criminel est prélevé et comparé dans la base de données nationale où, comme vous pouvez l'imaginer, Nicolas Cockaigne a déjà un sacré passif. Arrêté et aussitôt mis en examen, il est incarcéré à la maison d'arrêt de la Bonne Nouvelle à Rouen, où il devra purger 10 ans de prison. Il ne faudra pas longtemps pour que ses troubles mentaux s'aggravent de nouveau, d'une façon très alarmante, et qu'il se mette à délirer à longueur de journée. Une expertise psychiatrique menée sur place mentionne d'ailleurs que sa schizophrénie s'accompagne de délires de toute puissance, lui donnant la certitude d'avoir un don et un droit sur les autres. Depuis quelque temps, il a notamment très envie de goûter à la chair humaine. C'en est à un point où, événement rarissime, le détenu lui-même demande à être placé à l'isolement, pour ne pas céder à ses envies de tuer quelqu'un et de le manger. Une requête à laquelle l'administration pénitentiaire fait la sourde oreille, mais qu'elle va amèrement regretter, et plutôt rapidement. Quelques semaines plus tard, une tension à couper au couteau règne dans la cellule de 11 mètres carrés qu'occupent Nicolas Cockaigne et ses 2 codétenus, David Lagrue et Thierry Baudry. Les 2 premiers reprochent au 3e sa mauvaise hygiène et l'accusent d'avoir bouché les toilettes avec des rouleaux de papier hygiénique. Des éclats de voix fusent, des regards mauvais se croisent. L'ancien enfant de la DAS
tente de lutter contre ses démons et ses envies de violence presque irrépressibles. Mais sans appui médical, sans traitement, fatalement, dans la nuit, c'est la folie qui l'emporte. Il le dira lui-même plus tard, à un instant précis, une jouissance intérieure identique à une jouissance sexuelle s'empare de lui. Nicolas Cockaigne veut tuer Thierry Baudry et il veut aussi manger ses organes. Rien, ni personne, ne peut désormais plus l'empêcher. Pas même David Lagrue, le troisième codétenu qui assiste avec horreur à la mise à mort ultra-violente de celui qui partageait leurs minuscules cellules. La terreur et le choc se figent sur ses traits lorsque Nicolas Cockaigne fond sur Thierry Baudry et le martèle de coups de poing, puis le poignarde à plus de 10 reprises à l'aide d'une arme de fortune. C'est presque dans un état de transe que le tueur achève sa victime en l'étouffant avec un sac plastique trouvé dans un coin de la cellule. Enfin, achevé. Le pauvre homme ne l'est pas totalement. Il agonise, mais il n'est pas encore mort, quand son bourreau s'empare d'une lame de rasoir et lui ouvre la poitrine pour lui en extirper le cœur. Dans l'esprit complètement aliéné de Nicolas Cockaigne, c'est vrai, c'est bien l'intention. Seulement, au lieu du cœur, il se trompe d'organe et découpe un morceau de poumon qu'il place dans une boîte en plastique. Après en avoir goûté un morceau cru et encore tiède, il fait rissoler le reste dans une poêle, avec un peu d'ail, de riz et d'échalotes. Le tout devant le dernier codétenu, encore debout, qui a viré blême et qui s'imagine déjà mort s'il ose respirer un peu trop fort. Tu m'étonnes. Nicolas Cockaigne, rassasié et apaisé, délaisse sa poêle vide et part se coucher. Au contraire de David Lagrue, qui n'a très certainement pas fermé l'œil cette nuit-là. Ce n'est qu'au petit matin, lors du contrôle de la cellule, que l'un des surveillants tombe nez à nez avec le cadavre froid et ensanglanté de Thierry Baudry, les entrailles à l'air libre. Immédiatement emmené à l'écart de l'atroce scène de crime, l'auteur du meurtre ne cesse de répéter, comme une incantation morbide, qu'il a tué et mangé son codétenu. Un fait qui n'est certes pas approuvé. Devant le psychologue de la maison d'arrêt, le cannibale ne regrette rien. Pire, il affirme qu'il a été surpris de constater que la viande humaine est en réalité très goûteuse et tendre, un peu comme le cerf. En premier lieu, compte tenu de son état psychologique, les experts concluent à une irresponsabilité pénale. Mais après avoir réexaminé le dossier, il est décrété que si le discernement de Nicolas Cockaigne était altéré, il n'était toutefois pas aboli. En somme, cela signifie qu'il peut être jugé pour son crime comme n'importe qui d'autre, et qu'il encourt une très lourde peine de prison. Mis en examen pour meurtre et acte de cannibalisme, il est ainsi condamné en 2010 à la peine maximale. 30 ans de prison, assorti d'une peine de sûreté de 20 ans. Quant à David Lagrue, le troisième codétenu, il a lui aussi été mis en examen pour fait de complicité d'assassinat, mais a fini par bénéficier d'un non-lieu. Profondément traumatisé et rongé par les images horrifiques de la scène à laquelle il a été contraint d'assister, il a tristement décidé de sauter la vie quelques mois plus tard. Le cannibale de la prison de Rouen, qui a marqué à jamais l'histoire carcérale, hante toujours les esprits des détenus et des surveillants qui étaient présents au moment des faits. Il est depuis placé dans une prison de haute sécurité et ne devrait pas en sortir avant 2030, ce qui, entre nous, est déjà bien assez tôt. Ah oui, et il n'a pas de codétenu. Comme quoi, on apprend de ses erreurs. Mais Maître Picchiottino, son avocat, espère cependant faire jouer les remises de peine pour offrir à son client une libération courant 2026. Ce sera alors au tour des experts psychiatres de déterminer si Nicolas Cockaigne peut, ou non, réintégrer notre société. Je n'ai évidemment pas à me prononcer sur ce point, mais bon. Voici pour ces 3 affaires criminelles et ce format un peu différent. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire. Et puis, si vous êtes arrivé jusqu'au bout, écrivez « cannibale » en commentaire. Merci d'être toujours présent devant mes vidéos. Si vous avez oublié de vous abonner, n'hésitez pas à le faire, c'est juste là. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très vite. Bye.